Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes les invités, Monique Atlan, bonjour. Bonjour. Et Roger Paul-Roy, bonjour. Bonjour. Alors Monique Atlan, vous êtes journaliste et essayiste. Roger Paul-Roy, vous êtes philosophe, écrivain, chercheur et enseignant. Et vous publiez Quand la parole détruit aux éditions de l'Observatoire. Alors d'abord, comment est venue l'idée de ce livre sur la parole ? Écoutez, c'est vrai que c'est moi qui en ai eu l'idée parce qu'en tant que journaliste, je suis quand même toujours aussi concernée par la lecture des journaux, le suivi de ce qui se passe sur Internet et effectivement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Nous sommes tous confrontés dorénavant à une sorte d'ampleur démesurée d'une parole. Alors, la parole, bien sûr que c'est bien que tout le monde prenne la parole, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que plus on parle, plus la parole devient toxique, plus la haine se déverse sur les réseaux sociaux, dans les débats publics, dans les échanges virtuels ou réels. Et effectivement, il était, à mon avis, urgent d'essayer de comprendre de quoi il s'agit, quel est ce phénomène, non pas pour faire la morale aux gens et dire vous parlez bien, vous parlez mal, mais surtout pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Comprendre de quoi il s'agit. Épigraphe de votre livre, Roger Paul-Roy, c'est Montaigne. Nous sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Oui, ça veut dire que finalement, nous sommes des êtres parlants vivants et c'est cela qui nous caractérise parmi toutes les espèces animales. Et sans la parole, il n'y aurait ni humanité, ni société, ni histoire, ni politique. Et d'ailleurs, vous écrivez qu'il est abusif de parler de langage animal. Bien sûr, parce que, comme l'a montré le grand linguiste Émile Benveniste, il y a des codes de communication animaux qui sont innés, alors que nous devons apprendre à parler, qui sont des codes fixes, alors qu'il y a des milliers de langues humaines. Et enfin, la caractéristique centrale de la langue humaine, c'est l'interaction, c'est le partage. Nous ne tenons les uns aux autres, vous venez de le rappeler, comme dit Montaigne, que par la parole. Alors que les codes de communication animaux ne permettent pas le dialogue. Il faut, d'une certaine manière, faire un comportement. Vous citez les abeilles, d'ailleurs, le comportement des abeilles dans le livre. Les abeilles qui ont un des codes les plus sophistiqués, très précis, qui peuvent donner le lieu où se trouvent des fleurs avec les coordonnées spatiales par rapport au soleil, enfin des choses très sophistiquées. Une abeille ne peut pas dire à une autre, voilà ce qu'on m'a dit. Elle ne peut pas répéter. Il faut qu'elle aille sur place pour pouvoir revenir. C'est exactement comme si on vous parlait de Tokyo et que pour parler de Tokyo à votre voisin, vous ne pouviez pas dire voilà ce que j'ai entendu, mais il faut que vous alliez à Tokyo et vous revenez. En fait, la parole, c'est vraiment le super pouvoir de l'humain. C'est la définition même de l'humain. Il n'y a pas de possibilité d'humain sans la parole et sans l'échange. Et on parlera de l'humanité tout à l'heure, mais d'abord, est-ce juste de dire que ce livre, votre livre, est le livre d'un couple dans la République, d'un couple attaché aux valeurs de la République ? C'est probablement juste de le dire, avec pour moi une remarque supplémentaire, c'est à quelles conditions la République arrive à trouver ou à renouveler un équilibre entre l'idée d'universalité et de singularité. Je crois qu'il y a des enjeux contemporains de la République qui n'existaient pas auparavant et qu'il est urgent aussi, là encore, de penser cet équilibre à renouveler quand il y a des minorités importantes dans des communautés nationales, effectivement, comment s'organise de façon plus juste le rapport entre l'universel et le singulier. Est-ce que la parole, elle est républicaine ? Elle doit être républicaine ? Mais j'ai envie de dire que la parole, c'est la République elle-même. Ouais. Regardez ce que signifie le terme res publica, la chose qui appartient à tous, c'est d'abord la parole. Et ce lien d'interaction entre les individus et la communauté, ce qui est la définition même de la chose publique, il n'y a pas de chose plus publique que la parole. Et du coup, c'est une des choses qu'on essaye de montrer dans notre livre ou d'analyser. Plus on détériore la parole, plus elle se trouve en quelque sorte menacée, plus c'est le lien humain et d'une certaine manière le lien républicain qui se trouve lui aussi en danger. Parce que la parole n'est pas qu'un outil. On a un sentiment souvent quand on n'y réfléchit pas trop que ça sert
à se parler. Mais en fait, c'est la condition même de la société, de l'échange, du politique, de l'imaginaire, de toute possibilité d'être humain. Et effectivement, comme on prend toujours le train en route, la parole, elle existe avant nous, on prend le train, on se met à parler et on oublie ces caractéristiques premières de la parole. Et d'ailleurs, vous faites la différence entre parole, langage et discours. Le langage, c'est la capacité humaine globale de faire un lien entre des signes et puis du sens. Une langue, français, anglais, italien, hébreu et mille autres, c'est finalement le lexique particulier d'une communauté, et puis la parole, c'est ce qui, à l'intérieur de ce lexique, chaque individu, chaque phrase que nous prononçons, elle est d'une certaine manière empruntée au dictionnaire d'une langue, mais elle est neuve. Elle est à la fois impersonnelle parce que c'est les mots de tout le monde, et elle est absolument intime parce que la phrase que je suis en train de prononcer, je ne l'ai jamais dite. Été prononcée. Elle peut n'avoir jamais été prononcée par aucun être humain. Nous inventons perpétuellement des phrases nouvelles, c'est le propre de la science, de la littérature, de la poésie. C'est aussi la musique comme ça ? Mais oui, c'est bien évidemment. Nous sommes, d'une certaine manière, des créateurs de nouveautés tout le temps, à partir du stock des paroles anciennes. Alors, vous parliez d'humanité tout à l'heure. Vous écrivez, Roger Paul-Roy, que sans parole, il n'y a plus d'humanité. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui est en danger aujourd'hui avec ce que vous appelez une parole toxique. Comment et pourquoi ? Parce que, voilà, faisons rapidement la manière dont ce livre, Quand la parole détruit, est construit. Il a d'abord fallu se demander qu'est-ce que c'est la parole, et puis rappeler l'importance fondamentale. Aujourd'hui, on est en train d'oublier qu'il y a quelque chose de fondateur et de vital dans la parole échangée. Ce que je crois, c'est qu'il faut tout de suite rappeler que parce que la parole est humaine, elle est aussi ambivalente. Elle a une face lumineuse, celle de l'échange, de l'élaboration, de la construction, de la création. La parole est créatrice, mais elle peut être tout autant avoir une face sombre. Dangereuse, d'insultes, de blessures, de destruction, d'humiliation, de tuer. Car les mots peuvent tuer. Hein, vous citez dans le livre, les mots peuvent tuer. Et d'ailleurs, vous dites aussi que la parole toxique a toujours existé. Mais c'est ça. Vous citez la parole de vie et la parole de mort, ce que vous venez de dire. Dans la tradition juive, c'est le venin mortel de la langue selon les chrétiens, la médisance en islam, les mauvaises bouches en Afrique, encore la féminité de la parole en Inde. Est-ce à dire que la parole n'a pas toujours été porteuse d'humanité ? Mais j'ai oublié la Chine aussi. Mais non, mais l'humanité est porteuse aussi de destruction. Il y a l'humanité avec un grand H et l'humanité avec un petit H. Oui, mais aussi il y a le fait que notre nature, si on suppose que nous sommes à peu près libres de nos actions, est double. Nous sommes tout à fait capables de solidarité et d'agressivité, d'amour et de haine. Sauf qu'il se passe quelque chose, effectivement, en ce moment, quand nous le ressentons comme ça, l'équilibre s'est rompu. Entre, on n'est pas naïf, la mauvaise langue, ça a toujours existé. La médisance aussi. Hein. La médisance a toujours existé. Le mauvais œil aussi. Hein. Mais simplement, il y a comme une sorte de perte d'équilibre dans entre ces paroles négatives et la parole positive. Parce que c'est probablement à la fois la quantité de messages émis qui pousse probablement à une haine plus décomplexée. On a moins peur qu'avant d'avoir une parole haineuse. Et puis, la parole elle-même est en train de s'évider de son sens. Et à son tour, elle devient destructrice. Oui, parce que vous écrivez, votre livre commence ainsi. Jamais au cours de toute l'histoire, nous n'avons tant parlé. Et vous, de mémoire, hein, vous dites, depuis le moment où j'ai écrit ces lignes, il y a eu des centaines de milliards, je crois, de paroles qui ont été prononcées. Évidemment, depuis le début de cette émission, l'équivalent des messages qui sont échangés sur Terre, c'est déjà plusieurs milliers de volumes en papier, plusieurs milliers de livres, parce que les réseaux sociaux, l'interconnexion planétaire a démultiplié de manière absolument colossale les possibilités non seulement d'échange, mais de duplication et de diffusion. Or, la question, c'est bien évidemment que la parole destructrice, calomnie, médisance, enfin tout ce que chacun, mensonge aussi, fake news, tout cela
existe depuis très longtemps. C'est pas une invention de la modernité, c'est pas le web qui a créé la parole haineuse. Mais les modalités de diffusion, plus les changements des individus eux-mêmes. Plus les réseaux sociaux dont vous parlez aussi. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. Tout cela modifie la donne. L'UNESCO a publié un rapport sur la négation et la falsification de l'Holocauste qui confirme que 49% des messages sur les plateformes pensent que la Shoah n'a pas eu lieu. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien effectivement un déploiement, une sorte de fleuve de haine qui se déverse, dont on n'a même pas complètement conscience. Une autre étude faite par Amnesty International sur Twitter confirme que pendant le seul temps de l'étude, pendant le temps où ils ont fait cette étude, 1 million de tweets injurieux ont été envoyés. Ça veut dire toutes les 30 secondes à des femmes noires. Donc effectivement, la haine décomplexée, la haine anonyme. C'est ça la question. C'est effectivement la haine anonyme. C'est comme. Vous dites qu'il faut en finir avec l'anonymat. Moi, je pense qu'il faut en tout cas réguler l'anonymat. Notamment sur les réseaux sociaux. Être implacable avec la régulation. Il faut en tout cas essayer d'entraver cet anonymat, le supprimer complètement. C'est impossible. C'est impossible techniquement. Je ne sais même pas si ce serait absolument souhaitable, mais il faut évidemment réguler. Et une des voies de régulation, il y en a bien d'autres, c'est la levée de l'anonymat. On revient sur la parole. Avec la parole, il y a aussi les échanges avec l'autre. Les interactions, c'est aussi primordial. C'est constitutif de la parole. La parole humaine, elle s'adresse à l'autre et elle est reçue de l'autre. C'est pourquoi, si on annule la place de l'autre, et c'est très souvent le cas, évidemment, notamment sur les réseaux sociaux, où on ne parle qu'entre soi, on est d'accord avec ceux qui vous suivent, et ceux qui ne vous suivent pas, on veut les faire taire, les tuer, ou on les injurie, ou on les insulte. Et donc, s'il n'y a pas cette place de l'autre, il y a finalement... C'est le processus même du langage humain qui se trouve menacé. Vous savez, Georges Kursdorf, qui est un philosophe qui a étudié la parole dans les années 50, disait une phrase très, très belle. La parole n'est pas d'un, mais de plusieurs. Elle est entre. Elle manifeste l'être relationnel de l'homme. C'est-à-dire que oui, on n'existe que parce que l'on parle. Et parce qu'on écoute aussi. Et parce exactement, c'est l'autre qui me crée moi-même en m'écoutant et en me parlant. C'est ce qu'il n'y a pas justement chez les animaux. Absolument. Ouais. Et ce rapport à l'altérité, à l'autre, au dialogue, à l'interaction, c'est ce qui est fondateur de la transmission, mais c'est ce qui est fondateur aussi de toutes les activités humaines, de la science à la poésie, en passant par la politique et l'histoire. Il y a comme une tentation de ne plus parler qu'à ceux qui pensent comme vous. Ah oui. Ou la négation du dialogue, du débat. Absolument. Il y a différentes stratégies. Soit on attaque ad hominem, on attaque l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il dit. Soit on décide de ne plus parler qu'avec ceux qui sont d'accord avec soi-même. Donc, c'est-à-dire, c'est la destruction même de l'idée d'échange. Et ça correspond à d'autres passages de votre livre dont on va parler. Et puis, il y a aussi l'apparition des objets connectés qui se mettent à nous parler. Ça change quoi? Ça change tout. Ça change beaucoup. Ça change de façon à la fois fascinante, inquiétante. Évidemment qu'au début de cette révolution de la parole, parce que pour la première fois dans l'humanité, d'autres que nous se mettent à parler, en imitant nos voix de façon toujours plus précise. Beaucoup de toutes les intonations, toutes les sonorités sont là, sauf que... Chez soi, dans les voitures, partout. Absolument, sauf que ce sont des machines. Or, la machine, sa définition, c'est qu'elle ne pense pas. Elle n'a pas d'affect, elle ne connaît pas la sémantique, elle ne fait que calculer. Et effectivement, s'établissent des jeux d'illusions où on finit par croire que oui, on a un interlocuteur en face, on insulte son GPS dans la voiture, voilà, on a tous cette tentation de projeter sur la machine des qualités humaines. Alors toute la question, ça va être de savoir si c'est nous qui allons nous mettre à parler comme les machines, ou si ce sont les machines qui vont parler comme nous. Est-ce que c'est l'humain, est-ce que c'est l'homme qui va commencer à parler comme les machines? Est-ce que c'est le risque?
Oui, il y a Et avec quelles conséquences? un expert spécialiste de ces questions, Alexei Greenbaum, a montré que dès qu'on parle plus d'une heure avec une intelligence artificielle, on finit par parler plus ou moins comme elle. De façon lapidaire, que... de façon ramassée, mais on perd quoi? On perd l'humour, l'ambiguïté, le double La sens, réflexion. la réflexion. Ah, puis avec le phénomène ChatGPT. Oui, qui est finalement le début le plus visible d'une révolution qui est en cours, où ce sont les machines qui agencent des phrases, qui d'une certaine manière ont l'air de prendre la parole, et nous projetons sur elles inévitablement, parce que nous sommes des êtres de projection permanents, nous projetons sur elles des intentions, des volontés, des ambiguïtés, une intelligence qui est une intelligence purement artificielle, qui ne connaît pas, encore une fois, le sens ni la réalité du monde, qui agence des phrases, et ça peut rendre des tas de services. Il ne faut pas non plus essayer de diaboliser les choses, de s'imaginer que c'est des... Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Bien évidemment. Et la technophilie délirante ou la technophobie effrayée... Il y a un juste milieu. Bien sûr, il faut voir... Il est à élaborer. Il est à élaborer. Et vous écrivez, ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, que tout se joue dans la parole, vérité ou mensonge, asservissement ou émancipation, lucidité ou illusion, vie ou mort. Oui, mais on a tendance... Et vous ajoutez, il faut garder la tête en tête le glissement rapide, la pente directe capable de conduire des mots au meurtre. Chacun en connaît 1000 exemples, mais tous regardent ailleurs. C'est parce qu'on oublie, justement, et c'est un des points de notre époque sur lesquels nous avons voulu lancer cette sorte d'alerte concernant la parole, c'est qu'on oublie le poids des mots. On oublie la manière dont ce sont des actes et que nos phrases sont des actes qui ont des conséquences. Si on oublie ça, alors on va pouvoir dire n'importe quoi et éventuellement le pire, mais justement en regardant ailleurs, en s'imaginant que c'est juste pour rire, que ça n'a pas de conséquences, etc. Et là, dans cet oubli, se loge effectivement le danger. Il y a une expression que j'aime beaucoup, celle de la jeune philosophe Marilyn Maïzo, qui dit qu'en fait, le plus grave, c'est de commencer à insignifier les mots. Insignifier les mots, c'est-à-dire? C'est-à-dire de leur faire perdre leur charge. Et de les rendre plus anodins. On ne remarque même plus leur charge agressive ou la violence ou la puissance qu'ils ont. Donc, on ferme les yeux sur des mots, sur des paroles qui peuvent provoquer des violences et des dégâts. Et alors justement, ça conduit à un autre passage de votre livre. Vous dites qu'un équilibre s'est rompu entre une parole qui peut élaborer, construire, réparer, consoler, et une parole qui menace, qui insulte, qui détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours eu cette double face. Il y a toujours eu la parole qui répare, qui console, qui donne confiance, et puis celle qui peut tuer, effrayer, détruire une réputation, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une sorte finalement d'explosion par l'outil numérique qui fait que qu'est-ce qui se passe quand vous likez quelque chose, quand vous partagez un texte? Vous n'avez pas un acte de parole, vous ne faites rien de spécial. Vous parlez à vous-même, non, quelque part? Vous diffusez, vous relayez, vous êtes dans une sorte de diffusion mécanique qui n'est pas justement quelque chose que vous prenez entièrement à votre compte et dont vous assumez la responsabilité. C'est comme si on était devenu d'une certaine façon ivre de parole. Des robots peut-être aussi? Non, pas forcément, mais dans un monde où on est tous assez isolés, finalement, et ce n'est pas seulement la pandémie qui nous a isolés, il y a une tentation de repli. Alors, à travers cette façon de s'exprimer sur les réseaux, on s'arroge la fonction d'expert. On a des avis sur tout, sur rien, mais beaucoup sur tout. Et puis, un pas de plus, on devient juge. Toutes les exemples. Justement, on vient juste. De lynchage, de médiatique. Vous parlez de la parole qui libère, avec notamment MeToo, avec tout de même derrière des procès médiatiques via les chaînes d'infos et les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est le règne de quoi? De la rumeur et quelque part de la haine? C'est le règne de la rumeur, de la haine, de l'irresponsabilité dans cette idée. Donc, vous savez, c'est un peu comme la meute. Dans la meute, on s'oublie soi-même, on devient une masse compacte et on peut libérer des instincts
voilà, de jouissance un peu noire. Et effectivement, il y a une sorte d'irresponsabilité parce qu'on s'oublie dans le collectif. Roger Paul-Roy. Oui, alors il faut bien quand même dire que... Il faut faire la part des choses. Hein, voilà, il faut faire la part des choses. Dans MeToo et dans des tas d'autres moments de libération de la parole, il est bon, il est juste, il est utile que des choses qui n'étaient pas dites puissent s'exprimer, que des paroles de victimes qui devaient être silencieuses puissent se diffuser. Avec une question, pourquoi la haine s'intensifie à partir de ça? Elle s'intensifie parce que, à partir de quelque chose qui est pensé comme juste, alors on oublie justement les limites, la nécessité des preuves, la nécessité des poursuites judiciaires, et chacun, d'une certaine manière, veut en remettre une couche, si j'ose dire, abonder dans le sens, faire mieux dans la condamnation que son voisin ou sa voisine. Et là, il y a quelque chose qui, à partir d'un mode d'expression absolument légitime et juste, dérive vers une forme de procès médiatique, de lynchage parfois, et d'excès. Parce que si vous l'écrivez aussi, ce qui prend le dessus sur le reste, c'est la culture du clash, le harcèlement, le bashing. Absolument. Bon, alors maintenant, c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça, pourquoi maintenant. Et je crois qu'on a tenté une hypothèse qui ne me paraît pas fausse, puisqu'on vous l'avez écrit, on l'a dit. Et réfléchi et pensé. Voilà. Mais il y a cette tentation, alors, d'une sorte d'irresponsabilité générale, on a le désir de ne plus prendre en charge les choses. Et il y a une sorte de grand délestage qui se met en place, qui est une sorte de une série de délestages emboîtés dans une société où l'individualisme est tout à fait forcené, où il y a des injonctions d'être autonome, d'être le plus fort, d'être le plus musclé, d'être le plus intelligent. Effectivement, il y a une sorte de volonté de lâcher prise avec certaines de nos responsabilités. Alors, on se délaisse d'abord du corps, hein. On ne parle plus qu'à distance, on est sans contact, parce que le corps, en fait, tout de suite, il fait penser à l'idée de l'usure, du déclin, de la mort. Donc, on veut éviter ça. Donc, on se déleste de l'idée du corps. Et alors, on a vu aussi, vous en parliez tout à l'heure, proliférer une case d'experts, on va dire entre guillemets, les mêmes experts qui, d'une crise à l'autre, des gilets jaunes à la guerre en Ukraine, en passant par la crise du Covid, ou même de l'affaire Pierre Palmade, ont toujours leur mot à dire. Est-ce que c'est pas aussi ça la parole qui détruit? Mais bien sûr, et là, c'est un autre délestage, c'est le délestage de l'idée même de collectif, de l'idée d'une vie collective. C'est-à-dire que on oublie l'idée de médiation, d'intermédiation. De dialogue. Une démocratie, c'est fait avec des médiations, des institutions, des partis, des syndicats, de la presse, de la justice. Or, il y a cette tentation dorénavant de se faire juge, de se faire journaliste, de se faire effectivement de prendre toutes ces postures parce que on arrive à exister. Et si d'ailleurs vous dites aussi, c'est lié à ça, je pense, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, que la qualité implose au moment où la quantité explose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se perd dans cette cacophonie multiple, c'est justement le sens même de la responsabilité. Je crois que le délestage ultime, c'est « je dis ça, je dis rien ». Vous savez, voilà. C'est-à-dire comme si la parole devenait non seulement vide de sens, mais vide de conséquences, et celui qui parle débarrassé de toute responsabilité envers sa propre parole. Voilà, oui. Dans l'idée de responsabilité, dans le mot responsabilité, il y a respondeo, c'est-à-dire répondre d'eux. Or, effectivement, il y a sans doute actuellement ce qui travaille, c'est une tentation de ne plus répondre d'eux. De quoi ? De sa parole, mais aussi donc de soi-même. Et alors, vous écrivez, et c'est au centre du livre, que la parole est en crise. Hein, vous partez du terme crisis, en grec. Oui, Et vous écrivez que la crise marque l'étape qui conduit soit vers la guérison, soit vers la mort. On en est où aujourd'hui ? On espère que c'est vers la vie qu'on va aller, la guérison, mais ça dépend de chacun. C'est-à-dire ce vieux terme de crise. C'est-à-dire la question, est-ce que l'issue est forcément
négative. Non, pas du tout. Ouais. On n'est pas du tout catastrophiste. On essaie de dire qu'il y a quelque chose qui arrive profondément à la parole aujourd'hui et qu'il faut y prendre garde. En prendre conscience. Voilà. Et si finalement notre livre, c'est juste l'appel à une prise de conscience et à réassumer sa responsabilité et être conscient que la parole, c'est notre super pouvoir et que nous ne pouvons pas en user à la légère en l'oubliant. Sinon, c'est justement à terme, non seulement notre vie commune, mais quelque chose de l'humanité qui se perd. Parce que Mais vous même écrivez, de la démocratie. oui, et vous écrivez, si la parole se détériore, c'est le lien humain qui se détériore. Avec quel danger? Le totalitarisme, on Ouais. l'a vu, il y a quand même, on en parle dans notre livre, il y a 2 exemples tellement frappants du génocide des Tutsis. On va en parler. On va en parler parce qu'il y a le génocide des Tutsis, il y a tous les génocides du Oui, XXe siècle. donc c'est ça la Ouais. novlangue. Ouais. La novlangue, celle de George Orwell, ne fait pas partie d'une fiction du passé. C'est effectivement toujours le risque. Toujours le risque. Et l'éducation dans tout ça. L'éducation, c'est Alain Bentolila qui a bien montré Ouais. que moins on a de mots, plus on a de violence. Ouais, là, vous citez à plusieurs reprises Bentolila, Alain Bentolila, et il y a cette phrase de Bentolila, je ne crois pas qu'elle soit dans le livre. Quand les mots manquent, les coups partent. Non, C'est ça. C'est un de Ah. ses ouvrages, oui. Voilà. Absolument, oui. Que si vous avez moins de 2000 mots pour exprimer à la fois vos idées et Vos peurs, vos angoisses, vos alors colères. quelque chose, effectivement, s'incruste dans le corps, ne peut pas se dire, ne trouve pas Donc, les tout vient moyens pour l'éducation. s'exprimer. Mais Tout oui, vient, bien sûr. l'éducation est évidemment... L'éducation, donc à l'école, peut-être aussi du milieu familial. C'est central, parce que c'est là qu'on Enfin, apprend je à dirais parler. pas milieu familial. En tout cas, C'est là où on... mais ce là- que vous inculquent vos parents. Oui, et là où on apprend à parler, puisque la première chose qu'on apprend en classe, c'est de laisser parler les autres. C'est que tout le monde ne peut pas prendre la parole en même Et temps. c'est bien toujours le cas aujourd'hui. J'espère que oui, mais Ouais. bien sûr, c'est la première chose. Et savoir rétablir cette interaction, c'est le b.a.-ba, si j'ose dire, des relations humaines. B.a.-ba des relations humaines. Et alors, l'histoire du monde, ne serait-ce que celle, on en parlait tout à l'heure, à l'instant, celle du XXe siècle, de ce début du XXe siècle, démontre aussi que la parole toxique a toujours existé et aussi proliféré. Oui, je prenais ces 2 exemples des génocides Mhm. qui quand même dit à quel point la parole peut être acte de mort. Avec de mort Ah. et débouche sur la haine. C'est le début du basculement vers la haine et, comme vous le disiez, le totalitarisme. Oui, mais avec, il faut quand même ajouter, avec à chaque fois la diffusion de masse que permettent des moyens techniques. Mais les moyens techniques, il n'y a pas de nazisme sans la radio, Ouais. pas de génocide des Tutsis sans Alors, la le radio génocide des Mille Tutsis, Collines. justement, vous citez Oui. Radio Mille Collines, qui a encouragé le génocide des Tutsis. Qui l'a même Voire même provoqué. qui l'a en grande partie provoqué, puisque c'est une radio d'abord d'humour, avec de la musique. Ah oui, vous notez d'ailleurs Mais justement oui, mais- le fait que ça soit une radio d'humour. C'est une radio d'humour dont une partie des Tutsis eux-mêmes riaient. C'est-à-dire qu'il faut voir que sous l'aspect dérisoire, innocent, rigolard, c'est de la mort qui peut se préparer et des morts réelles, 800 000 Quand, femmes, enfants et hommes. quotidiennement, on appelle à se moquer des cancrelats Tutsis, c'était les expressions employées. Quand on appelle à s'occuper de ses voisins, quand on appelle à prendre les machettes, quand on appelle obsessionnellement, eh ben oui, ça provoque ça. Et pourtant, c'est venu après le nazisme, après le stalinisme, Oui. après le communisme, au cours desquels la parole a débouché sur des tueries C'est de pour masse. ça que Vous citiez effectivement, la Shoah tout à l'heure et les crimes de Staline et ainsi de suite. Oui, ça veut dire que, si vous voulez... il n'y a pas de vaccin contre la parole toxique. Voilà. Hein, et donc, on doit être vigilant. Voilà. Roger Paul-Roy. Et qu'un des ressorts, c'est de changer la langue. C'est ce que montre Orwell dans la novlangue, c'est ce que montre Klemperer dans Vous citez 1984. Hein. Oui, absolument, d'Orwell. Et puis le très beau livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich, où il montre qu'en fait, si vous voulez, c'est pas l'idée d'une propagande explicite, c'est le fait que les mots les plus courants, parfois ordinaires, etc., sont modifiés pour qu'un certain nombre de choses ne puissent plus
être conçu, ne puisse plus être pensé, et modifier la langue, c'est modifier la pensée, c'est modifier le comportement des gens, et c'est préparer effectivement des totalitarismes, des meurtres et des génocides. Et effectivement, la culture du clash que vous citiez tout à l'heure, que l'on voit se répandre... Que vous citez dans le livre. Oui, a cette volonté de rendre tout débat binaire, radicalement binaire. Ou pour interdire tout débat. Voilà. Hein? Et donc, c'est vrai que c'est toujours cette tentation qui est à l'œuvre. Alors, elle ne produit pas, heureusement, des effets toujours aussi catastrophiques, mais c'est toujours la même tentation d'une simplification abusive de ce qu'est la pensée, de ce qu'est l'échange, de ce qu'est le compromis, de ce qu'est le désaccord. Parce qu'en réalité, les conflits d'idées, c'est très important, mais quand il reste des conflits d'idées et quand on peut argumenter. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les islamistes. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, finalement, qu'il y a une vérité absolue, considérée comme absolue, qui est mise... Au fil des siècles. Voilà, qui est mise au poste de commande du politique, c'est là que le pire devient possible. Parce que si... qu'est-ce que c'est le paysage de la démocratie? C'est des paysages où, à chaque fois, il y a des chocs d'opinion, ça peut être très rude, il ne s'agit pas de... Voilà, Tant qu'il y a une réplique possible, alors il n'y a pas de catastrophe. Mais effectivement, il y a actuellement, très profondément, à travers l'usage amplifié des réseaux sociaux, l'envie de simplifier, de caricaturer l'idée même de débat en annulant la possibilité pour l'autre de répliquer. Avant de parler de ce qui se passe peut-être aujourd'hui en France, il y a aussi les paroles de guerre. Que vous inspire la parole de Poutine et celle de Zelensky? Du dégoût pour l'un, de l'admiration pour l'autre. Alors pour qui? Précisez les choses. Du dégoût pour Poutine et de l'admiration pour Zelensky. Donc Poutine c'est quoi? C'est un barbare. Zelensky, c'est un résistant? Zelensky, c'est un résistant. Est-ce que Poutine, c'est simplement un barbare? Je crois que c'est un dictateur et l'incarnation, finalement, d'une force de mort, oui. Et d'une langue détournée. De fake news, hein? Oui. C'est ça que vous voulez dire. Il joue beaucoup avec l'idée classique de la propagande, des fake news. Bon, ce qui en Et souvent, c'est entendu, d'ailleurs, le peuple russe, a priori, derrière Poutine, c'est entendu par le peuple. Franchement, on n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe à l'intérieur. Je ne suis pas sûre que tous les Russes soient à ce point-là naïfs et aveugles devant ce qui se passe. Je ne sais pas. Zelensky, ça a été d'abord la métamorphose héroïque et profonde d'un acteur qui était assez bien en un grand héros. Voilà, un clown qui est devenu... Oui, enfin, c'est surtout un héros, et me semble-t-il, l'incarnation aujourd'hui de l'esprit de résistance, non seulement de résistance, mais de liberté, de dignité. Liberté, dignité. Alors, vous écrivez aussi que même si la parole tue, il n'est pas question pour autant de confisquer la parole. Bien sûr que non, puisque... Et ça nous renvoie à ce qu'on vous disiez au début de l'émission. Oui, mais c'est l'idée de la place de l'autre qui doit toujours être réservée. Dans la réplique, dans la possibilité de parler. Le débat, ça peut être violent, on peut avoir des désaccords, on peut s'affronter véritablement. On ne dérive pas sur l'attaque concernant les personnes. On ne dit pas... Si ce que tu dis est faux, c'est parce que tu es un salaud, ou une crapule, etc. Ouais. Mais on argumente. Or, il y a une forme dans la parole automatique ou dans la parole de celui qui croit avoir toujours raison, une forme de surdité, d'annulation de l'autre et finalement d'inhumanité. Parce que vous dites aussi la parole est avant tout un pouvoir de séduire au pouvoir de connaître. Oui, évidemment, ça reste... C'est pour ça que moi, je n'ai aucun discours pessimiste ou catastrophiste. C'est simplement qu'on doit se reprendre, on doit effectivement comprendre à quel point la parole est capable du pire comme du meilleur et qu'on doit choisir. C'est notre liberté que de choisir entre ce que j'appelais la face sombre ou la face claire. Alors, il y a aussi la parole politique. Vous citez Socrate, qui dénonce un pouvoir de conviction insoucieux du bien et du mal, une parole indifférente au juste et à l'injuste, au vrai et au faux, préoccupé seulement de sa victoire. Est-ce que c'est le problème de la parole politique aujourd'hui ? C'est en tout cas le problème
particulier, je crois, mais central, du rapport entre pouvoir et parole à l'intérieur de l'histoire occidentale et singulièrement européenne. Les Grecs... Depuis un siècle ? Non, depuis 2500 ans. Quand les Grecs inventent la démocratie, c'est un régime de parole. C'est un régime où, pour décider, d'abord, on parle, on délibère, on s'affronte et finalement, on vote. Et Socrate, il dénonce la part de manipulation qu'il peut y avoir dans l'usage mauvais d'une parole qui va faire croire que quelque chose est juste alors que ça ne l'est pas, comment dirais-je, et qui vont truquer, manipuler l'opinion. Mais il lui propose d'utiliser la parole pour chercher la vérité. Or, c'est Platon qui a mis en place ensuite, dans la République, ce qui est, à mes yeux, la matrice des totalitarismes, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de mettre la vérité, ou une doctrine jugée absolument vraie, au poste de commande du politique. Parce que pour Platon, la démocratie, c'est le mauvais régime. On oublie ça. Donc il invente finalement un gouvernement des philosophes qui gouvernerait au nom du bien, du juste, du vrai. Mais quand on regarde... Au-dessus des autres, quoi. Oui, mais ça devient aussi une absence totale de liberté. Parce et de démocratie. Et de démocratie, mais bien est-ce sûr. que la parole, la pensée philosophique est essentielle ? Bien sûr, elle est essentielle, mais elle est essentielle pour préserver la liberté et non pas pour imposer la vérité. Et moi, je voudrais juste prononcer un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot silence. Ah oui. Hein c'est-à-dire que je crois que le silence est aussi inclus dans la parole, mais que peut-être on l'utilise. Parce qu'il faut vous dire, je crois, il faut savoir se taire. Mais oui, ça, oui, hein. ouais, c'est pas Vous écrivez, il faut savoir se taire. Hein. Voilà. Ou bien tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, etc. Mais je crois que... Ou cette fois son pouce au-dessus du clavier. Oui. Mais effectivement, l'idée de silence n'est pas anodine et qu'il faut pouvoir rééquilibrer sa prise de parole par aussi une capacité de retenir sa parole, et donc une capacité réflexive, et donc un suspens de la parole qui s'appelle le silence. Le silence, c'est pas le cas en politique, une parole politique parfois violente. On l'a vu, par exemple, lors du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, avec ses invectives, ses insultes, ses menaces, ses attaques personnelles. C'est aussi un signe de toxicité de la parole, ou c'est particulier au monde politique, ou à l'évolution du monde politique? C'est le signe dans le politique de ce qui se passe finalement planétairement dans notre époque. Alors évidemment, à mes yeux, c'est un signe de déclin profond, que j'espère temporaire, de la vie parlementaire. Et de la vie politique ? Ou uniquement la vie parlementaire ? Oui, de la vie parlementaire, parce que Ou de certains partis ? Oui, mais le spectacle global de l'Assemblée ces derniers temps était profondément affligeant, parce que justement, il remplace un débat argumenté par des attaques personnelles, des buzz. De la violence, hein ? De la violence aussi. Oui, est-ce que ça veut dire que c'est parce que la parole politique s'est démonétisée ? C'est parce qu'elle est en crise. Elle est en crise comme le politique est en crise et comme il y a la tentation d'abstention aux élections, comme il y a un délestage de l'idée de responsabilité qu'on a dans le collectif. Et il n'y a pas aussi une responsabilité des médias et des journalistes ? Mais bien sûr. Hein ? Mais bien sûr. Oui, mais on est deux journalistes autour de cette table. Oui, non, mais tout cela est évidemment lié. Mais c'est au niveau d'une société que se joue cette idée de se délester de toute idée de contrainte qu'impose toute vie en société, c'est-à-dire de se donner des limites dans la parole, dans le pouvoir, dans les relations hommes-femmes, dans les relations entre patrons et employés. Donc, si vous voulez, c'est un problème général. Et on peut passer d'une catégorie à l'autre. Tout ça se joue en ce moment. Tout ça se joue en ce moment. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous auriez écrit le même livre ? Non, probablement pas, parce qu'il est motivé par la sidération face à ce qui se passe et la volonté d'essayer de comprendre ce qui se joue derrière cette crise. Voilà, et ce qui s'annonce pour demain. Et c'est le pire ? Non, parce que vous dites, je ne suis pas dire ça. Nous ne sommes pas pessimistes. Hein ? Non, exactement. Vous ne me ferez jamais dire ça. Je crois qu'il est possible à des êtres de reprendre
en charge leur vie, leur choix, leur liberté. Ça s'appelle une liberté. Donc non, il n'y a pas à être pessimiste. Et vous écrivez « Construire ou détruire, il faut choisir ». Est-ce qu'il est plus facile de construire ou de détruire? Et comment parler l'humain? Ça dépend à chaque fois de chacun. Finalement, si on avait une seule chose à dire, c'est pas de faire la morale, c'est pas de donner des conseils, c'est de dire t'es pas obligé de parler tout le temps, t'es pas obligé d'avoir des avis sur tout, et t'es pas obligé d'être expert, quoi. Hein. T'es pas obligé d'être expert, et surtout t'es pas obligé d'être juge tout le temps. Et tu peux écouter et parler ou te taire, mais sache que tu es responsable de ce que tu dis. Et que n'oublie pas que ça peut avoir des conséquences qui t'échappent et qu'il vaut mieux commencer à retrouver cette conscience du poids des mots si l'on veut éviter que tout ne parte de tous les côtés. Et là, pour conclure, c'est aussi le titre de l'un de vos chapitres. Est-ce que c'est la parole qui est en danger ? Ou est-ce que c'est l'humanité qui est en danger ? Mais c'est les deux, puisque, si vous voulez... Les deux, mon général. Repartons une seconde vers Montaigne, vous en étiez parti de là. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Eh bien, si nous ne tenons les uns aux autres que par la parole, quand la parole commence à se détériorer, c'est le lien humain qui se détériore et c'est l'humanité aussi. Donc, il ne s'agit pas d'être obsédé par cela et de se dire à chaque fois que j'ouvre la bouche, il va se passer quelque chose, donc je fais attention tout le temps, on ne va pas se crisper, mais il faut devenir conscient de ce super pouvoir qui est le nôtre en parlant et du fait que nous devons l'utiliser à bon escient. Le dernier mot ? Non, je le lui laisse. Vous lui laissez. Merci. En tout cas, avant de conclure, je rappelle que votre livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Monique Atlan. Merci Roger Paul Roy d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.